Comme le coordonnateur l'a dit tout à l'heure, nous avons bien travaillé avec l'expertise française qui nous a recrutés à un certain moment pour une période. Le climat était bon et le transfert de compétences s'est bien réalisé. Et nous nous sommes appropriés de ce projet. Et maintenant, nous pouvons dire qu'avec les experts qui sont à la cellule, nous pouvons aller jusqu'à terme de ce projet et réaliser et matérialiser la volonté du gouvernement. Si je dois revenir un peu sur ce que le coordonnateur a expliqué tout à l'heure, le projet s'est structuré sur 4 axes. Il y a eu les infrastructures, il y a eu les applications, il y a eu les formations et, en dernier ressort, le cadrage et la stratégie pour la mise en œuvre de ce projet. Sur le plan des infrastructures, le Cordo a dit tout à l'heure que toutes les régies financières travaillaient en silo, de manière indépendante, mais nous, on a eu le privilège de mettre en place une fibre optique qui relie les principales directions de toutes les 3 régions. Un ring de 11 km et demi qui relie toutes les 3 régies, plus certaines de leurs directions, la Banque centrale du Congo, la direction du Trésor et de l'avancement et la direction de comptabilité. Vous allez développer, donc cela veut dire qu'au moment où nous parlons, les régies financières sont interconnectées avec la Banque centrale et le ministère des Finances. Toutes les régies et le ministère des Finances sont interconnectés. Le réseau existe et il est fiable, il est sécurisé. Et aujourd'hui, on peut transférer les informations sur ce réseau-là. En temps réel. En temps réel. Oui. Deuxièmement, après les infrastructures. Oui, les infrastructures. Bon, sur le plan des infrastructures aussi, comme le Cordo a dit, en interne, dans chaque régie, il y avait un problème de communication même interne. C'est comme ça qu'on a rebâti les réseaux LAN, donc les réseaux locaux à la DGI, pour une communication horizontale. Oui. Et permettre aussi à ce que les informations qui circulent en local puissent être transférées sur les autres sites dans les autres régies financières. Et sur le deuxième axe, on a parlé des applications. Comme le coordonnateur a dit, à la DGI, on a fiabilisé l'application de gestion de l'impôt. Vous savez pertinemment bien que si cette application ne tourne pas bien, on ne va pas bien identifier les contribuables. Et cette application, nous sommes en train de terminer la fiabilisation. Et nous sommes en train de travailler sur un projet de consolidation de toutes les données de la DGI. C'est-à-dire qu'en temps utile ou en temps réel, les données qui sont en province vont commencer à remonter à la direction générale pour être mises à disposition. Et ainsi, on va diminuer la fraude. Nous pensons fortement que quand l'information va commencer à circuler en temps utile, il y aura réduction de toutes ces mauvaises pratiques. Et nous pensons que ça va sensiblement diminuer la fraude. Oui. Après les infrastructures. Après les infrastructures, il y a les applications. Les applications, vous verrez, par exemple, à la DGRAD, il n'y a aucune application qui tournait pour la collecte de la recette non fiscale. Aujourd'hui, on a implémenté un logiciel qui couvre, comme le Cordo l'a dit tout à l'heure, toutes les phases de la recette. Et nous avons déjà terminé toutes les formations. Le transfert même de compétences est terminé. Et nous pensons que dans quelques semaines, il sera opérationnel. Vous voulez dire que la constatation, la liquidation, l'ordonnancement et le recouvrement, toutes ces 4 phases au niveau de la DGRAD sont aujourd'hui informatisées. Toutes ces phases sont prises en charge. Y compris au niveau des services d'assiette. On va commencer avec des services pilotes. Voilà, au niveau de la DGRAD pour les 2 dernières phases. Pour même les quelques services d'assiette. Par exemple, on peut commencer avec le ministère de Mines pour les actes qui sont pris dans le ministère de Mines. L'avantage de cette application, ça a un accès web. C'est-à-dire que tous les services peuvent avoir accès à cette interface-là. Mais on devra premièrement analyser si les services ont les infrastructures nécessaires pour se connecter. C'est comme ça que le Cordo a dit tout à l'heure que nous allons d'abord couvrir totalement les 2 phases de la DGRAD. Maintenant, on va analyser dans tous les services d'assiette. Ceux qui sont prêts, ils vont se connecter pour qu'on couvre les 4 phases. Ça sera à la 2e étape. Et puis, on a assuré les formations dans les régies financières. Vous savez, toutes les infrastructures sont mises avec la technologie actuelle.
il fallait faire un update, une mise à jour des compétences de toutes les régies financières. C'est comme ça qu'on a assuré des formations sur des matières techniques et sur des matières de gestion de projet. Et puis, sur... Est-ce qu'ils se sont appropriés ces réformes? Ils se sont appropriés, au moins, les techniciens et les gestionnaires. Mais il faut une large diffusion autour de tous les opérateurs qui sont dans les services. Et puis, sur le quatrième axe, il y a le cadrage et la stratégie. Là, on a réalisé des études fondamentales pour les régies financières. On a réalisé des schémas directeurs informatiques. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez dans une régie financière, ils connaissent leurs besoins en informatisation. Donc, on ne peut pas investir dans tous les sens. Ils ont chacune des régies A son schéma directeur informatique qu'ils pourront suivre dans les 5 et 10 années qui suivent. Et puis, on a fait encore une étude sur le plan de sécurité des systèmes d'information. Vous savez que quand les informations vont commencer à circuler, il faut les sécuriser pour qu'il n'y ait pas des intrusions. Ils ont aussi ces éléments-là. C'est comme ça qu'on a essayé de cadrer ce projet. Très bien. Alors là, tout à l'heure, les cours d'eau, Félicien Moulenda nous a parlé du rôle du gouvernement qui est l'initiateur de ce projet et qui pilote d'ailleurs le ministre des Finances, qui est le patron de ce ministère qui est chargé de collecter et de gérer les recettes publiques, s'est exprimé sur ce dossier, sur ce projet combien important dernièrement. Et nous allons vous proposer un extrait de son discours. Monsieur Henri-Yves Moulang a expliqué bien sûr les objectifs de ce projet, très très important pour l'accroissement des recettes internes, mais également il a encouragé les uns et les autres, les invitant ainsi à s'approprier ce projet pour que nous puissions prétendre également avoir suffisamment des recettes au niveau du budget de l'État et permettre à l'État d'avoir le moyen de sa politique. Nous vous proposons de l'écouter. La cérémonie de ce jour marque, comme je venais de le dire, une étape importante dans le processus d'informatisation des procédures de mobilisation, de perception des recettes internes de l'État par les régies financières. Et les logiciels qui venaient de nous être présentés apportent désormais 3 innovations essentielles. On venait de les évoquer, je le répète. Il s'agit de l'automatisation de la procédure de perception des recettes issues des règlements des dettes envers l'État, la dématérialisation de la procédure d'appurement grâce aux flux informatiques des recettes perçues qu'elle procurera aux régies financières et la mise à la disposition des services du ministère des Finances des informations fiables et en temps réel sur la trésorerie de l'État. Ces logiciels constituent donc un outil supplémentaire qui assure la transparence dans la collecte des recettes publiques, dans la mesure où il permet d'avoir un registre informatique de tous les partenaires effectués en faveur de l'État au titre d'impôts, taxes, droits et redevances. Son application exige désormais d'une part la mise à jour des textes juridiques relatifs au mode de paiement des dettes envers l'État afin de prendre en compte les évolutions technologiques induites par les logiciels et la loi sur le système de paiement, et d'autre part le déploiement du dit logiciel auprès de tous les acteurs de la perception des recettes, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. En ce qui concerne le volet de l'actualisation des textes juridiques, un groupe de travail technique est déjà à l'œuvre pour identifier toutes les innovations apportées par ces nouveaux logiciels et par la loi sur les systèmes de paiement. Nous devons enfin déterminer leur impact sur les textes juridiques actuels et formuler toutes les propositions de modification. Quant au déploiement du système en cours,
Il s'effectuera donc de façon séquentielle, province par province, et débutera par une phase pilote durant laquelle subsisteront la procédure manuelle et celle dématérialisée. Et la finalisation de son déploiement nécessitera non seulement des ressources financières supplémentaires que seule une synergie gouvernement et bailleurs des fonds bi- et multilatéraux pourra réunir, mais aussi et surtout une appropriation de tous les acteurs, tant étatiques, professionnels que techniques. Voilà, nous revenons sur ce plateau, monsieur le coordonnateur Félicien Moulenda. Tout ça, c'est ambitieux, c'est quelque chose de nouveau, c'est inouï, on n'a jamais eu ça. Et en quoi, quelle est l'importance d'avoir en parallèle, c'est-à-dire aux côtés de la chaîne de la dépense, qui est aussi la chaîne de la recette? Parce qu'on était habitué d'avoir toujours la chaîne de la dépense. Les gens disaient non, les dossiers se trouvent dans la chaîne de la dépense. Maintenant, on va s'habituer à dire que non, il y a encore une chaîne de la recette à côté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Merci, M. Jérôme. Vous savez, avant de dépenser, il faut d'abord encaisser. Donc, la chaîne de on ne dépense que ce qu'on a encaissé. On ne dépense que ce qu'on a encaissé. Oui. Donc, la chaîne de la dépense sécurise le processus de dépenses. Mais avant de dépenser, il faut sécuriser les processus de la collecte. C'est ça l'objet de la chaîne de la recette. Et effectivement, la chaîne de la dépense est implémentée et est opérationnelle depuis 2004. Et elle a une longueur d'avance sur la chaîne de la recette. Aujourd'hui, le projet, c'est de pouvoir, à l'instar de ce qui a été fait pour la chaîne de la dépense, également informatiser et automatiser la chaîne de la recette. Grâce à la chaîne de la dépense aujourd'hui, on peut assurer des suivis des dossiers depuis son engagement jusqu'au paiement. La chaîne de la recette a la même ambition, permettre de retracer chaque dossier de paiement depuis la constatation jusqu'au recouvrement. Ça veut dire en clair que si la chaîne de la dépense, la chaîne de la recette est totalement mise en place, eh bien, les régimes, aujourd'hui, et tous les autres, y compris les ministres de Finances, seront en mesure, en temps réel, de savoir qu'est-ce qui a été encaissé au jour le jour et qu'est-ce qui reste à encaisser. Donc, grâce à ce projet, comme je dis, plusieurs briques sont mises en place. En plus de ce que M. Jean-Jacques a évoqué, il y a l'application Isis Régie. C'est la question que je voulais vous poser, parce que dans les infrastructures, on voit qu'il y a des grands logiciels que vous avez introduits là-dedans. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je vois la plateforme d'entrepôt des données financières de l'État. Je vois les logiciels de gestion des recettes non fiscales de la DGRAD. Je vois Isis Régie. Est-ce qu'il y a moyen un peu de nous parler de chacun de ces logiciels et le rôle que ces logiciels doivent jouer dans la maximisation des recettes? Voilà, je vais devoir me compléter par le technicien, M. Jean-Jacques. Mais comme je vous ai dit, en ordre, si vous voulez, on a commencé d'abord, dans un premier temps, il faut fiabiliser les îlots informatiques dans les différents régimes. 2, on met en place un réseau d'échange des données financières. C'est ça qui explique ce réseau de 11 km de fibre optique qui a été déployé, qui permet de mettre en réseau. On met une application Isis Régie pour automatiser la procédure de paiement des dettes au niveau des banques commerciales. Oui. Parce que vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque un assujetti veut payer sa dette, veut payer son impôt, sa taxe, il va dans une banque commerciale, il paye. La banque commerciale a 48 heures pour envoyer les relevés. Elle nivelle au trésor public. Le système national de paiement doit prendre en charge cette information. La banque centrale doit prendre du temps et pour niveler ça au congélateur du trésor. Seulement à ce moment-là, qu'on produit des chèques uniques sur base duquel les régies peuvent alors apurer
d'information. Et ça prend un temps. Et l'application ISIS-Régie a l'ambition d'écourter la durée de traitement de cette information. Dès que le paiement est fait au niveau de la banque commerciale, immédiatement, il est pris en charge automatiquement. Et dès que le système de paiement de la banque centrale les nivelle au niveau conjoint, également, il prend cette information. Il la répercute en temps réel aux régies financières qui peuvent, journée après jour, apurer et donner une quittance aux opérateurs économiques, aux assujettis. Mais ça, c'est fantastique. Alors, la plateforme d'entrepôt des données, c'est quoi? Alors, monsieur Kayem est bien placé. La plateforme d'entrepôt des données, c'est justement, comme son nom l'indique, une plateforme qui permet de consolider toutes les données financières. Donc, sur les différentes taxes et impôts et par assujettis. Donc, tous les services ont la possibilité de verser toutes les informations financières qu'ils détiennent dans cet entrepôt de données qui sera localisé, je crois, M. Kaïm va le confirmer, au niveau de l'immeuble du gouvernement. Et alors, à ce moment-là, chaque service, le ministre des Finances en particulier, a la possibilité de faire toute requête dont il a besoin pour avoir l'information en temps utile. Je vais laisser M. Kayembe. Oui, M. Jean-Jacques Kayembe, les Cordeaux nous a mis des lois à la bouche. Avec la plateforme d'entrepôt des données, on a comme l'impression que c'est une géante banque des données, parce qu'il faut les reconnaître, certains assujettis, certains opérateurs économiques passaient entre les mailles des filets. Ils étaient en contact avec la DGDA sans que la DGI ne les sache. Ils étaient en contact avec la DGRAD sans que ceux de la DGDA ne les sachent. Est-ce qu'avec cette réforme, avec ces logiciels, on peut dire que fini les désordres, tout ce que feront les opérateurs économiques, les assujettis ou contribuables, sera automatiquement connu des responsables attitrés? Merci beaucoup, Jérôme. Je rentre un peu sur ce que le Cordeau a dit. Le but de ce projet, c'est qu'on doit connaître le profil fiscal de tous les contribuables. Pour connaître le profil fiscal d'un contribuable, il faut bien le connaître, quelles sont les opérations qu'il fait avec chacune de ces régies. C'est comme ça qu'on a eu cette idée de créer une plateforme, un data warehouse, donc une banque de données, où on va verser toutes les informations en temps réel. C'est-à-dire que quand une opération elle se fait avec la douane ou la DGI, automatiquement, ou la DGRAD, les informations sont reversées sur la plateforme, afin que les opérationnels qui sont à la DGI ou à la douane ou à la DGRAD ne se laissent plus rouler dans la farine. Ils vont consulter juste là, en temps réel, ils voient que le profil fiscal du contribuable X est tel. Mais il faut quand même connaître la réquisition pour accéder à cette information. Non, le problème c'est qu'il y a des attributions, des droits. Là, c'est le ministre de Finances qui va déterminer qui aura droit ou les accès à cet entrepôt de données. Mais on sait d'abord que les opérationnels auront droit dans le cadre de leur exercice de tous les jours. Et puis, pour d'autres services de contrôle et tout ça, ils doivent requérir des droits auprès de son Excellence le ministre de Finances. Ce que je voudrais encore dire sur ISIS-Régie. Vous allez remarquer que c'est le grand livre des opérations de l'État. C'est-à-dire que dans ISIS-Régie, on va de manière infinitésimale avoir à retracer paiement par opérateur économique, de la banque commerciale jusqu'à l'appurement. C'est-à-dire que cette traçabilité va permettre d'installer la transparence dans toutes les opérations. Quand un contribuable paye dans une banque commerciale, tout le monde sur le système peut voir que tel a payé tel jour et à telle heure. Et on peut suivre ce paiement au fur et à mesure qu'il évolue jusqu'au nivellement. Et actuellement, avec le système national de paiement, le nivellement est automatique. Il sera fait automatiquement et en temps réel, cette information retourne à la régie pour les appurements, comme le Cordeau l'a dit. Et toutes ces informations qui sont sur ISIS-Régie seront reversées sur cet entrepôt de données pour faire une image de toutes les opérations des recettes dans notre pays. On peut les analyser en temps réel, on peut tirer les statistiques, on peut faire des analyses par les bureaux d'études et tout ça en temps réel
pour voir comment est-ce que l'État est en train de collecter les recettes de l'État. Oui, c'est une très grande réforme, Monsieur Le Cordeau, Félicien Moulenda. Quel est l'impact de cette réforme dans l'accroissement des recettes, la mobilisation des recettes? Nous savons très bien que nous ne mobilisons pas assez. Nous sommes 85 millions d'habitants, mais il n'y a que 177 000 contribuables, personnes physiques et morales confondues, qui sont répertoriés dans les registres des régies. Et on ne mobilise pas au-delà des 5 milliards. Nous mobilisons 4 milliards 600 millions par là, et c'est trop faible pour prendre en charge notamment tous les engagements sociaux que le gouvernement a en ce qui concerne par exemple la prise en charge de soins de santé des militaires, des policiers, puis l'amélioration des salaires des fonctionnaires. C'est ambitieux. Et quand vous parlez d'un projet comme celui-ci, je vois le président de la République, le premier ministre s'y sauter, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas vraiment une aubaine? Ce n'est pas la solution au problème que nous avons pour, par exemple, tripler le budget de l'État. Quel sera l'impact de cette réforme, de la mise sur pied de la chaîne de la recette dans la mobilisation des recettes, Monsieur Le Cordeau? Oui, merci beaucoup, Jérôme. Cette réforme va d'abord accroître la transparence dans le processus de mobilisation des recettes. Cette réforme va accroître la traçabilité de tout le processus de mobilisation. On saura voir exactement ce que l'opérateur économique a fait au niveau de tel ou tel régime. Cette réforme va faciliter le contrôle fiscal. Vous voyez? Donc, la réforme, si vous voulez, grâce à cette transparence, grâce à cette traçabilité, elle va essayer de contribuer à la réduction des niches de fraude et surtout en minimisant les manipulations humaines. Et lorsque les procédures seront automatisées, il y aura moins de manipulations humaines et donc moins de fraude. Nous pensons qu'à terme, cette réforme, lorsqu'elle sera complètement achevée, elle devrait effectivement contribuer à l'augmentation de recettes. Vous n'avez pas de projections quant à ce? On n'a pas de projections, chiffrées. Vous comprenez que c'est une réforme qui vient accroître la transparence, oui, accroître la traçabilité, oui, essayer de minimiser les manipulations humaines et donc les risques de fraude. Et fatalement, elle devrait contribuer à accroître les recettes. Bon, il y a un volet important, M. Le Cordeau, et même M. Jean-Jacques Kayembe pourra vous compléter, c'est qu'il faut amener le peuple congolais à s'approprier ces réformes. Parce que tout le monde est acteur. Au-delà des agents du fisc qui doivent manipuler ces logiciels, c'est-à-dire l'utiliser pour à bon escient, il y a les opérateurs économiques qui doivent maintenant s'adapter, suivre la procédure pour qu'eux aussi ne soient pas roulés dans la farine. Mais il y a aussi les contribuables et autres assujettis qui doivent être suffisamment sensibilisés pour qu'ils puissent se conformer aux nouvelles instructions à cette grande réforme. Qu'est-ce qui est prévu dans les cadres de ce projet, M. Le Cordeau, pour que l'appropriation à laquelle je fais allusion puisse vraiment réussir à 100%? Merci, ça c'est une question très pertinente. Il faut d'abord reconnaître que cette réforme est menée par le ministère des Finances. Déjà, vous avez entendu le ministre parler, beaucoup d'instructions ont été prises dans le cadre de cette réforme. Il y aura des décrets qui ont été préparés et des arrêtés, une fois pris, qui vont essayer de changer certaines procédures, et ces décrets, ces arrêtés, une fois pris, ils seront communiqués. Et il y aura une grande campagne de communication en faveur des assujettis, en faveur des citoyens. Déjà, les principaux concernés sont bien sensibilisés. Dans le cas d'Isis Régie, par exemple, il y a eu plusieurs ateliers de formation avec les délégués des banques. Cette activité va se poursuivre en province et donc tout ce qui est prévu et qui a comme soubassement
un acte réglementaire sera naturellement communiqué et diffusé pour permettre une appropriation de l'ensemble des parties prenantes. Oui, M. Jean-Jacques Kayembe, vous avez travaillé avec les coopérants, vous faites la fierté de la République démocratique du Congo en gérant, en patriote, ce projet. Mais quel sera votre rôle après qu'on ait terminé à mettre sur pied toutes ces infrastructures, mais également à éduquer la population? L'interfaçage se fera comment avec les régies financières? Quel sera votre rôle? Oui, d'abord, avant que je rentre sur cette question, j'aimerais bien compléter le coordonnateur. Nous avons travaillé ensemble avec la FEC, l'Association congolaise des banques, oui, pour l'élaboration des textes réglementaires. Ils sont déjà sensibilisés. Ils sont sensibilisés parce qu'on a travaillé dans tous ces ateliers et on a travaillé avec eux. Et maintenant, on va passer à la phase de vulgarisation après. Donc, ils sont au courant que ce sont des réformes qui arrivent. Maintenant, en leur sein, ils doivent faire aussi la diffusion. Et nous avons travaillé ensemble aussi avec toutes les régies financières. Elles connaissent déjà. Maintenant, pour la pérennisation de toutes ces activités, nous avons une cellule que nous appelons accompagnement au changement. Nous savons que on peut avoir toutes les infrastructures, on peut avoir tous les éléments, mais si le changement n'est pas accompagné, on va échouer. Je pense que le rôle essentiel, après qu'on ait déployé toutes les infrastructures, on devra faire un accompagnement de tous les acteurs, que ce soit les administrations, les opérateurs économiques ou même le citoyen. Donc, il faut les accompagner dans le changement, il faut les soutenir et les porter jusqu'à ce qu'ils vont intérioriser cette réforme. Très bien. Quand on dise des conclusions, votre rôle, le rôle que vous allez jouer maintenant que tout le monde est interconnecté, qu'est-ce que vous allez faire concrètement avant que les coordonnées puissent conclure? Nous, le rôle que l'on continue à jouer, c'est l'accompagnement au changement, afin que... Donc vous êtes la base arrière, de la technicité. Oui. Quand il y a des ratés ou de l'incompréhension, vous venez à la rescousse des régies pour les compléter la formation, les encadrer. Pour le moment, aussi longtemps que le projet est en train de se réaliser, nous allons continuer à faire le support technique et le support aussi de la mise en œuvre de toutes ces applications et on va les accompagner. Oui, monsieur Félicien Moulenda, vous êtes coordonnateur, comme je l'ai dit, du comité technique de suivi et évaluation des réformes. Il y a beaucoup de réformes qui ont été pilotées ici, les gens ne le savent peut-être pas, c'est à partir d'ici que vous réfléchissez, des jours comme des nuits, pour permettre à notre pays d'engager des réformes courageuses. C'est grâce déjà d'ailleurs à ces services techniques du gouvernement que notre pays atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE et beaucoup d'autres réformes. Vous êtes même dans le projet RAID, ainsi de suite. Dites-nous maintenant, quel est le message que vous adressez au peuple congolais à l'issue de cette émission pour qu'il puisse s'approprier les réformes et quelles sont les perspectives d'avenir de toutes ces réformes-là par rapport au développement de la République démocratique du Congo? Il faut d'abord dire que les réformes relèvent du gouvernement. Nous, le CETER, nous sommes justement un service technique d'appui. Nous venons en appui au gouvernement à travers le ministère des Finances pour le suivi et l'évaluation des différentes réformes. Donc, il y a plusieurs réformes qui sont recensées dans le programme économique du gouvernement. Et donc, notre rôle à nous, c'est de faire le suivi, d'évaluer ces réformes, de porter à l'attention des autorités qu'il y a dans tel secteur, telle réforme, où il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà notre rôle. Sinon, les réformes sont du ressort du gouvernement. C'est le gouvernement qui détermine les réformes qu'il veut mener dans les différents secteurs. Et nous, comme service technique, nous venons en appui à ces réformes. Et derrière, le ministre des Finances, comme vous savez, qui est le point focal du programme économique du gouvernement au sein du gouvernement. Ok, quel est le vœu que vous émettez à l'issue de cet entretien, de cette émission, par rapport à cette réforme qui est vraiment très importante? Quel est votre vœu le plus ardent? Notre vœu, c'est que cette réforme puisse aller jusqu'au bout. Nous saluons ici l'engagement personnel du ministre Yav
qui a porté à bras le corps la réforme, et nous souhaitons ardemment que toutes les parties prenantes, en particulier les régies financières, puissent s'approprier la réforme, parce que c'est d'abord elles qui sont les principaux intervenants. Cette réforme vient sécuriser la procédure de collecte, et puis elle vient aussi simplifier les travaux au niveau des régies financières. Donc notre souhait est qu'elles puissent s'impliquer, et déjà, d'ailleurs les autres parties prenantes, les autres services connexes saluent cette réforme qui les permet finalement d'assurer correctement leur mission. Je vais parler ici en particulier de la direction du Trésor, qui aujourd'hui, grâce à la fibre optique qui a été déployée, qui est connectée à la Banque centrale, et bientôt les unités comptables et des régies permettront de verser directement l'information sur les recettes à la direction du Trésor. Et donc notre vœu, c'est que cette réforme aille jusqu'au bout et qu'elle produise les effets escomptés. Voilà. Pour le bien du peuple congolais et de la République démocratique. Monsieur Jean-Jacques Kayembe, chef de projet interfaçage des régies financières, merci d'avoir répondu à nos questions. Monsieur Félicien Moulenda, coordonnateur du comité technique des suivis et évaluation des réformes CTR, merci d'avoir répondu à nos questions. À vous également, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention. Vous avez compris que on ne peut pas développer ces pays sans réforme. Et la réforme à laquelle nous avons fait allusion dans cette émission, notamment la mise sur pied de la chaîne de la recette publique, est majeure. C'est cette réforme qui va permettre à notre gouvernement d'avoir les moyens de sa politique. Mais chacun de nous doit s'investir pour que cette réforme réussisse. Les opérateurs économiques assujettis, les fonctionnaires et nous les contribuables. Parce que nous nous plaignons beaucoup de la modicité de notre budget. Voilà un moyen par excellence qui va nous permettre d'assurer la transparence, les suivis, une certaine gestion des non-finances publiques en respectant les règles de la bonne gouvernance pour que l'État puisse avoir effectivement les moyens de sa politique. Nous vous remercions de votre très sympathique attention. Vous allez suivre cette émission sur plusieurs chaînes et nous allons rediffuser également. C'est peut-être un premier numéro, un deuxième numéro va suivre parce que les cours d'eau, Félicien Moulenda a parlé de toute une campagne qui sera engagée pour permettre aux uns et aux autres de s'approprier cette réforme. Merci de nous avoir accordé votre attention et à la